Alors voici le quatrième volet où on va étudier la notion de positivité. Là, on en arrive à une situation où on voudrait que systématiquement un sous-espace soit en somme directe avec son orthogonale. C'est-à-dire que par rapport à une situation qu'on a l'habitude d'avoir où l'orthogonale c'est ça, voilà, eh bien, on veut bien que ce soit ça. Bon, c'est peut-être une déformation ou quoi, mais certainement pas ça. On ne peut pas avoir une intersection non triviale entre un sous-espace et l'orthogonale. Donc, voilà. Hein. Alors, attention, hein, je préviens que là, ce qu'on est en train de faire, c'est typiquement réel. Vous allez voir. Pourquoi c'est typiquement réel? C'est pas quelque chose comme ce que l'on a vu jusqu'à présent qui peut se décliner dans les autres corps, comme par exemple Q ou Z sur PZ ou même C, d'accord? Et vous allez voir pourquoi. Donc, on veut une condition pour avoir cette somme directe, toujours pour tout sous-espace F. Alors, on commence par une analyse synthèse. Si x est différent de 0, d'accord, dans f inter f, donc on prend un sous-espace f, hein, et dans l'intersection, alors, puisqu'on est dans l'intersection de f et son orthogonale, on a vu que ça, la condition nécessaire et suffisante, c'était que l'intersection soit triviale. Eh bien, si jamais ce n'était pas le cas et qu'on avait x différent de 0, on aurait donc forcément b de x égale 0, c'est-à-dire q de x égale 0 d'après la définition de b. Bien, et réciproquement, si q de x égale 0 pour un x non nul, eh ben, on va regarder dx, c'est-à-dire la droite engendrée par x, bah forcément, comme b de xx égale 0, bah, elle est orthogonale à elle-même. Donc dx est inclus dans son orthogonale pour B. Bien, donc ça veut dire qu'on a une condition, on tient notre condition, hein. On dit qu'une forme quadratique Q est définie si Q de x égale 0 implique x égale 0. Voilà. Il n'y a que 0 qui peut annuler la forme quadratique. Et dans ce cas-là, on aura bien, pour tout sous-espace f, d'après cette petite analyse synthèse, f en somme directe avec son orthogonale pour la forme polaire ici, ou pour Q si on préfère. Alors, défini est souvent confondu avec la notion de dégénérescence non dégénérée. D'accord ? Donc défini est souvent confondu avec non dégénéré. Donc justement, j'en profite pour faire une définition avec les deux, parce que quand on confond deux choses, c'est bien de définir les deux en même temps. Hein, comme ça, après, on ne les confondra pas. C'est dangereux, mais efficace. En tout cas, ça fait ses preuves. Alors, non dégénéré, c'est quand le noyau de psi b, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que b de xy égale 0, quel que soit y dans E, est nul. Donc je vous rappelle que quand ça va être non dégénéré, le noyau est nul, donc le morphisme entre E et E étoile défini par B est injectif, du coup, et comme la dimension de E et la dimension de E étoile sont égales, ça fait qu'injectif, ça implique surjectif, et donc psi b est iso. Hein. Donc ça, on l'avait vu dans le troisième volet. Ici, on a ça. Maintenant, à partir du moment où la forme est définie, elle est non dégénérée. Pourquoi? Bah oui, parce que si on a un x dans ker de psi b, bah forcément, en particulier, c'est vrai ça pour tout y, mais en particulier pour y égale x, donc on a b de xx égale 0, donc q de x égale 0, donc x égale 0, ce qui fait qu'on a égalité ici. Donc une forme définie est non dégénérée, mais la réciproque, elle est fausse. Voilà. Hein. C'est-à-dire, vous allez prendre, ça on a vu cet exemple, q de xy de R2 dans R, donc là on prend l'élément de l'espace R2, XY, et Q c'est X2 moins Y2, eh bien on voit que c'est pas défini, parce que Q de 1 est égal à 0, alors que 1 est non nul, et pourtant c'est non dégénéré, ça on l'a vu, parce que le déterminant, ici de sa matrice dans la base canonique, 1 moins 1 en diagonale, est différent de 0. Voilà.
Alors donc, on ne confondra pas les deux. Alors pour l'instant, donc on va étudier défini, mais maintenant, ça va se diviser en défini positif et défini négatif. Bon. Quand Q est défini positif, bah, moins Q est défini négatif, et inversement. Bon. Donc, il nous faut une proposition pour voir qu'on n'a que cette alternative. Alors, la proposition de l'alternative dit que si on a une forme définie, alors elle est forcément soit définie positive, dans ce cas-là, Q de x est toujours positif, alors ça peut être 0 quand x est nul, hein, évidemment, soit définie négatif, donc dans ce cas-là, Q de x est toujours négatif, en étant nul quand x est nul. Voilà. Et il n'y a pas de forme qui peut être définie, mais sans être définie négative ou définie positive, qui hésite entre les deux. Non. Alors voici la preuve. On suppose que Q est défini, voilà, et on suppose que Q de x est strictement positif et Q de y strictement négatif, et on va montrer que ça, c'est pas possible. Hein. S'il y a un Q de x strictement positif, alors il n'y aura pas de Q de y strictement négatif. À partir du moment où Q est défini. Alors, on va supposer par l'absurde ceci. La première chose à dire, c'est que x et y forment une partie libre. Pourquoi? D'abord parce que x est différent de 0. C'est parce que si x est égal à 0, ce ne serait pas strictement positif. Donc x est différent de 0. Ce qui fait que si x et y par l'absurde étaient non libres, ben on aurait y égale lambda x. D'accord? Et pour un lambda réel, hein, et Q de y égale lambda de Q de x. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, Q par définition, c'est un polynôme homogène de degré 2, donc le lambda sort de Q en devenant lambda 2. Alors, on va considérer l'application gamma qui à t donne Q de tx plus 1 moins ty, c'est polynomial en t forcément, ce Q est polynomial, bon voilà, c'est polynomial même de degré 2 en t, et on l'appelle gamma, bon, donc c'est continu. Bon, hein, de toute façon, c'est juste ça qu'on veut. Donc gamma est continu sur 0,1, voilà. On a gamma de 0, ben, c'est Q de y, c'est strictement négatif, et gamma de 1, c'est Q de x, qui est strictement positif. Et là, on peut en déduire, comme on est sur R, qu'il existe C, tel que, dans 0,1 ouvert, tel que le gamma de C est égal à 0, c'est-à-dire Q de Cx plus 1 moins Cy égale 0. Bon. Donc, comme Q est supposé être défini, on va avoir Cx plus 1 moins Cy qui est nul, par définition, puisque c'est qu'une forme quadratique définie. Et ça, c'est impossible parce que ça voudrait dire que x et y sont liés, alors qu'on a montré qu'ils sont libres. Voilà. Alors, je reviens sur le fait qu'on travaille sur R, ça c'est hyper important. C'est strictement pour ça, parce que pourquoi il est important qu'on travaille sur R? Parce qu'il y a la notion de positivité, donc ça c'est sur R. Sur C, il n'y a pas de notion de positivité. Sur Z sur PZ, il n'y a pas de notion de positivité. Voilà. Et puis, on a utilisé le théorème des valeurs intermédiaires, donc sur Q, alors que sur Q, il y a quand même une notion de positivité, mais sur Q, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de typiquement réel. Alors maintenant, on va trouver un critère pour que une forme soit définie positive. Donc quitte à remplacer Q par moins Q, on peut toujours supposer que la forme est définie positive, et ça va nous aider pour construire, d'ailleurs, cette positivité va nous aider pour construire ce qu'on appelle des normes quadratiques. Et là maintenant, on va essayer de donner tout un éventail de critères de positivité de la forme, comme on a l'habitude de faire en algèbre linéaire. Alors, allons-y pour le critère de positivité. Donc, on part de Q, donc on est dans un espace E de réel, hein, sur R, hein, on est bien dans R, hein, positivité R, de dimension n, dimension finie, soit Q de forme quadratique, définie positive. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes, voilà, ça en fait des abréviations. Alors, les conditions, Q est définie positive, donc ça, c'est ce qu'on a dit, hein, voilà, Q est positive, donc quel que soit x, Q de x est positif ou nul, et ne vaut 0 quand 0. Il existe une base telle que la matrice de Q dans
la base, cette base F là, c'est l'identité. D'accord ? Alors ça, c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'une base orthonormée, hein, c'est-à-dire que, comme sur la diagonale, ce qu'on a, c'est Q de EI, hein, c'est ça la diagonale, ça veut dire que c'est normé, et à l'extérieur de la diagonale, B de EI-EJ est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle ortho. Donc c'est une base orthonormée. Très bien. 3. Pour toute base de E, alors toute base E, hein, il existe une matrice P dans GLN de R, telle que la matrice de Q dans cette base E, c'est P transposé P. Donc finalement, pour l'instant, on a, comment dire, une version de la définie positivité qui est géométrique, en quelque sorte, qui directement est prise dans l'espace E, et deux définitions matricielles. Une avec une base orthonormée, et une avec une matrice qui est de la forme P transposé P avec P dans GLN de R. La première a l'avantage d'être orthonormée, mais il y a l'existence, et puis c'est pas pour toute base. La deuxième n'a pas cet avantage, mais par contre c'est pour toute base. Voilà. Et maintenant un quatrième critère. Alors, je vous rappelle que quand on travaillait sur les classes de similitude, donc dans la réduction, on avait des polynômes qui agissaient. Bon, les polynômes agissent en quelque sorte sur les classes de similitude, parce que, en gros, quand on a un polynôme, eh bien, il commute avec la conjugaison. Et ça, c'était important. En revanche, un polynôme, ça ne commute pas avec la congruence. Voilà, ça c'est le gros problème. Et donc, il n'y aura pas de critères polynomial, comme il y avait des critères de diagonalisabilité, des critères de trigonalisabilité. Il n'y a pas un critère polynomial. En revanche, on va avoir ici un critère assez étonnant qui vient des normes sur un espace réel. Alors, donc, l'application qui a x de E dans R, qui a x associe racine de Q de x, est une norme de E. Alors bien sûr, Q, ça inclut le fait que Q est positif. Voilà. Mais pas tout à fait défini positif. Et pas l'équivalence non plus. Voilà, donc ces quatre-là sont équivalentes, et c'est ce qu'on va montrer. Alors, d'abord, 1 entraîne 2, bah oui. Alors ça, c'est le procédé de Gram-Schmidt. Hein, on y reviendra. J'ai déjà fait une vidéo sur le procédé de Gram-Schmidt et qui s'appelle Décomposition QR. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais en gros, il va y avoir une matrice de passage. Donc on part d'une base E quelconque. Et on regarde Q dans la base E, voilà. Eh bien, donc ça c'est une base. On transforme par, comment dire, une matrice de passage triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale en une base orthogonale. Qu'on appelle, bon, E dièse ou E bécard, je ne sais pas, ça dépend. Bon, donc ça c'est fait dans une vidéo, hein, vous verrez. Et il est clair que cette nouvelle famille est une base parce que la matrice de passage, elle est bien inversible, étant donné qu'elle est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Bien, et ensuite, donc cette base orthogonale, on en fait une base orthonormée. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va prendre FI égale EI dièse sur racine de Q de EI. Comme E dièse, ça constitue une base EI dièse et non nulle, donc Q de EI dièse est strictement positif, et donc on peut diviser par la racine, et ici c'est facile de voir que Q de FI est égal à 1. Voilà le procédé de Gram-Schmidt qui nous amène à une base orthonormée. Et une base orthonormée, ça veut dire que, c'est ce qu'on disait, Q de FI c'est égal à 1, et B de FI FJ, pour I différent de J, c'est égal à 0. Donc la matrice, c'est bien IN, c'est bien la signature d'une base orthonormée. Bien. Alors maintenant, 2 implique 3. Bon, ben, on a ça. On va prendre une base quelconque, et je vais prendre, comme je sais que j'ai une base orthonormée ici, eh bien je vais prendre P, la matrice de passage de F vers ma base quelconque. J'ai mes formules qui disent que la matrice de Q dans E,
c'est P transposé fois la matrice de Q dans F fois P, mais la matrice de Q dans F, c'est identité. Donc ici, j'ai P transposé identité P, ce qui me fait P transposé P. Voilà. 3 implique 1. Bah oui, je pars d'une matrice comme ça, d'accord, Q, qui a une matrice dans une base quelconque, P transposé P. Et bon, je pose F, d'accord, tel que P-1 soit la matrice de passage de E vers F. Donc ici, à partir du moment où je définis une matrice inversible, donc P-1 est inversible, je peux, étant donné que j'ai déjà ma base E, je peux toujours définir une base à partir d'une première base et d'une matrice inversible. Et là, c'est P-1. Donc là, ça va faire que la matrice de Q dans cette nouvelle base F, bah, ça va être P transposé moins 1, P transposé P fois P-1, d'après ce qu'on sait sur les changements de base, et donc ça fait identité. Voilà. À partir du moment où ça fait identité, on sait que si je prends X dans E, et que je le décompose dans la base F, dans cette nouvelle base, bah, Q de somme de xi, fi, bah, c'est la somme des xi carrés, pour i égale 1 à n, et ça, bah, c'est strictement positif dès que x est non nul, parce qu'on est sur R, c'est quelque chose de bien connu. Voilà donc déjà ces 3 conditions. Alors maintenant, je vais montrer que c'est équivalent à 4, le fait que racine de q de x est une norme. Alors d'abord, 4 implique 1, parce que bon, q est positif, par définition, hein, là c'est dans la définition, et par l'axiome de séparation d'une norme, eh bien, si q de x égale 0, donc ça veut dire que racine de q de x égale 0, donc x égale 0, c'est l'axiome de séparation d'une norme. Donc q est définie, donc elle est définie positive. Voilà. Et maintenant, pourquoi 1 implique 4? Alors, on a une façon rapide de le voir, c'est de dire 1 est équivalent à, bon, en tout cas, implique 2, et 2 nous donne directement une base dans laquelle Q s'écrit somme des xi carrés. Donc, racine de Q, c'est racine de somme des xi carrés, et ça, normalement, on sait que c'est une norme. Hein, ce stade-là, c'est ce qu'on appelle la norme 2 hein, de E dans cette base. Voilà. Alors maintenant, c'est quand même intéressant. Disons qu'on a terminé hein, avec ce critère de positivité, mais c'est intéressant de voir d'une autre manière pourquoi Q est définie positive implique que l'on a une norme sans faire appel, en quelque sorte, à la norme 2. Hein, voilà. Alors, une autre façon de voir que 1 implique 4 sans la norme 2 est quand même agréable parce qu'on est plus au cœur de la géométrie, moins dans une base où les choses s'arrangent bien et où on reconnaît des trucs. Bon, c'est de retrouver ce qu'on appelle Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, on va regarder ça. Bon, c'est assez classique, c'est quelque chose à bien connaître. Soit Q définie positive. Alors, ça veut dire que pour tout t dans R, et quel que soit xy, ben, Q de tx plus y est positif ou nul. Bien sûr, hein, parce que ça, c'est un vecteur, et ça va être positif ou nul. Bon, on ne s'est pas encore servi du fait que c'était défini positif. Mais voilà. Maintenant, on a B de tx plus y, tx plus y, c'est-à-dire Q, finalement, hein, de tx plus y, qui va être positif, mais qui est égal donc à... ça, on peut le développer, vous voyez, hein, par la bilinéarité. Ça va faire T2 de B de XX. On va avoir T B de YX et T B de XY. Donc, par symétrie de B, ça fait 2T B de XY. Et plus B de YY. Voilà, positif. Maintenant, ça, je reconnais presque un trinôme. Pour que ce soit un trinôme, il faut que B de XX soit non nul. Mais il est non nul si on décide que X est non nul. C'est là qu'on se sert du fait que Q est défini. On se servait jusqu'à présent que du fait que Q était positif. Alors, si X est non nul, alors on va avoir un trinôme. Donc, c'est un
c'est une fonction trinôme hein, qui va être toujours positive, donc ça veut dire que le discriminant est négatif ou nul. D'accord? Voilà. Parce que s'il était strictement positif, il y aurait deux racines et puis il y aurait changement de signe, forcément. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Le discriminant, je prends le discriminant divisé par 4, hein, donc ça fait B2, donc ici B de xy au carré, moins B de xx, facteur de B de yy, et négatif ou nul. Ça, c'est le discriminant. Donc ça nous fait que B de xy en valeur absolue est inférieur à racine, donc j'ai pris la racine, hein, de q de x, q de y, ici. C'est ça qui nous intéresse, parce que ça c'est q de x, ça c'est q de y, et je prends la racine. Voilà. Alors maintenant, j'ai B de xy qui est inférieur à ça, puisque c'est inférieur à ça qui est inférieur à ça par transitivité. Et maintenant, je me rappelle que B avait été défini par la forme polaire, donc 1 demi de Q de XY moins Q de X moins Q de Y. Je passe le 2 de l'autre côté ici. Donc j'ai l'inégalité. Maintenant, ça me fait Q de X plus Y. Je passe ça de l'autre côté. Je reconnais le carré d'une somme, ici. D'accord ? Et là maintenant, je peux prendre la racine, parce que tout ça c'est positif. Ça fait racine de Q de X plus Y est inférieur ou égal à racine de q de x plus racine de q de y, et je retrouve ma bonne vieille inégalité triangulaire pour racine de q. Voilà. Alors là, d'une part, vous allez me dire, on a supposé que x est différent de 0, il est temps de regarder le cas x égale 0, mais x égale 0, c'est bon. Hein, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. On a égalité. Alors maintenant, on gagne quelque chose de plus, c'est le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire pour cette norme-là. Eh bien, si on a égalité ici, alors on peut remonter jusqu'à l'égalité de delta ici, voilà. Et à partir du moment où delta est nul, eh bien, on sait qu'il va y avoir un 0 ici. D'accord ? Il va y avoir une racine double. Donc un certain t, pour un certain t, on va appeler t0, on va avoir q de t0 x plus y égale 0, ici. D'accord ? Parce que le trinôme s'annule. Mais ça veut dire que, comme q est défini, ça veut dire que t0 x plus y est égal à 0, et donc x et y sont proportionnels. Donc on a cas d'égalité. En fait, on peut voir facilement que dans l'autre sens, pour toute norme, si x et y sont proportionnels, alors on a le cas d'égalité. Mais là, c'est un si et seulement si. Et donc, on a ce qu'on appelle les normes strictement convexes. Donc, la norme ici définie par Q est une norme qu'on appelle strictement convexe quand le cas d'égalité se fait uniquement lorsque x et y sont proportionnels pour l'inégalité triangulaire. Voilà. Alors, donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est doublement content. C'est un espèce de win-win entre le fait qu'on a une forme définie positive et une forme quadratique. Une espèce de en même temps, pour reprendre le mot de la Macronie, mais là, positivement. Voilà. Alors, Q est définie positive, eh ben, on est content de pouvoir en faire une norme. C'est-à-dire qu'on va avoir une norme en dimension finie, donc ça veut dire qu'on va avoir une sphère qui est compacte, donc on peut utiliser, on utilisera de la compacité. Donc ça, entre parenthèses, ça c'était Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, avec le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, ça faut bien le photographier. Et réciproquement maintenant, 4, si on a une norme, eh ben, on est content qu'elle provienne d'une forme quadratique. Parce que, d'abord, on arrive à dominer le cas d'égalité, on a une forme polaire, ce qui ne gâche rien, parce que ici, ça fait que la norme de x plus y, c'est b de x plus y, et que je peux développer. Donc, j'ai un bon outil de calcul pour calculer la norme de x
plus y en fonction de la norme de x, de la norme de y, et un machin supplémentaire qui est la forme polaire, le 2b de xy. Voilà, donc on y gagne sur tous les tableaux, et ça, c'est quand même assez sympathique. Donc voici un petit peu ce que j'avais à dire sur la positivité. Alors on est toujours dans le cadre des formes quadratiques, et on va voir l'adjoint d'un endomorphisme. Alors vous avez bien entendu, endomorphisme, oui, on va commencer à mélanger savamment la théorie des formes quadratiques et bilinéaires avec la théorie de la réduction des endomorphismes. Ça atteindra son sommet, on va dire, avec le théorème spectral, mais qui sera pour plus tard. Donc là, voyez ça comme une espèce un avant-goût de ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Et regardez le théorème. Si Q est une forme quadratique non dégénérée, je vous rappelle que dans notre petit synopsis ici, on a, ça veut dire que psi B qui va de E dans E étoile est une application linéaire qui est iso, et soit U dans L de E, alors il existe un unique U étoile dans L de E, donc U étoile qui va être appelé l'adjoint de U, et c'est un endomorphisme de E, donc, tel que pour tout x, y, B de U étoile de x, y est égal à B de x, U de y. D'accord? Qu'on peut voir comme une espèce de passage de l'autre côté du miroir, ici, où U devient U étoile devient U. Voilà. La preuve, eh bien, en fait, regardez ici, dans ce synopsis, c'est surtout psi B, ici, qui va nous intéresser. Je vous rappelle que ça, c'est notre GPS de bon point de vue. C'est ce qui va nous permettre de nous localiser dans le point de vue à prendre sur un tel et tel problème. Et là, le bon point de vue, assez souvent d'ailleurs, est ici. Assez souvent dans la théorie. Pas forcément dans la pratique, mais dans la théorie, oui. Alors, regardez. On va construire U étoile comme composé de deux applications linéaires, une qui va de E dans E étoile, et l'autre de E étoile dans E. Donc la composée, ça va être donc notre E étoile. Et cette composée va interpréter, en fait, cette égalité. Alors regardez, de E dans E étoile, à X, j'associe la forme phi U de X. Phi U de X, c'est la forme dans E étoile qui à Y associe B de X, U de Y. Alors vous voyez bien que c'est bien dans le dual, parce que en Y, c'est quelque chose de linéaire en Y. D'accord? Vous voyez bien que ici, comme U est linéaire en Y et B est linéaire à droite, ça va faire quelque chose de linéaire en Y. Maintenant, l'application qui va de E dans E étoile, eh ben, elle est linéaire en X parce que B est linéaire à gauche. Bien. Et maintenant, je sais que j'ai une application linéaire psi B qui est iso, parce que Q est non dégénéré, qui va de E dans E étoile, et je vais prendre juste son inverse. Voilà. Et là, je dis que ici, j'obtiens U étoile de X. Alors maintenant, d'une part, tout ça c'est bien défini, c'est ce qu'on vient de voir, et d'autre part, ça va nous donner une application linéaire ici, parce que la composée de deux linéaires, c'est linéaire. Donc on va avoir un U étoile qui va être un endomorphisme de E. Alors, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Alors, d'abord, donc, je répète la définition de phi U de X, c'est la forme linéaire qui, à Y, associe B de X, U de Y. Voilà. Donc ça, c'est la première formule. Et pour l'autre formule, puisque ça, c'est l'inverse, d'accord, ça veut dire que psi B de U étoile de X, c'est justement ce phi U de X. Voilà.
Alors maintenant, je vais appliquer phi u de x en y, là ici. Alors, d'une part, par définition, je vais avoir b de x, u de y, par définition de phi. D'autre part, par définition de u étoile de x, je vais avoir ici psi b de u étoile de x de y. J'applique juste y des deux côtés à cette égalité qui se trouve dans e étoile. Et ça, je reprends la définition de psi b. Ça, c'est exactement b de u étoile de x, y. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai bien ceci. J'ai bien mon égalité. Et évidemment, on a la réciproque. C'est-à-dire qu'un autre élément ici qui vérifierait, si j'ai un élément x seconde, d'accord, qui vérifie b de u x seconde y égale b de x u de y, eh bien, se retrouverait ici, et on a égalité, là, en prenant la réciproque. Bien, alors maintenant, on va regarder, donc on a montré ce théorème, et vous voyez, on a dédoublé, c'est un petit peu de la dualité sans sortir de chez soi, hein. On était dans AND2, on reste dans AND2, et on a quand même quelque chose qui ressemble à de la dualité, puisque ça a le goût de la dualité, vous voyez, on est passé à travers un miroir, hein, d'accord, le U étoile et U et U étoile, vous voyez ce côté dual, et puis d'autre part, on est passé ici par la dualité et on est revenu. C'est quand même assez intéressant de le voir comme ça. Bon, alors maintenant, regardons cette égalité, maintenant qu'on l'a vue ici, on va la regarder ici, c'est-à-dire matriciellement. Alors, ce qui est incontournable, c'est qu'on va devoir fixer une base hein, pour avoir des matrices. Alors, je vais appeler A étoile la matrice de U étoile dans E, A la matrice de U dans E, et S la matrice de Q dans E. Je vous rappelle que S, c'est une matrice symétrique, qui est dans les coefficients, c'est B de EI, EJ. Hein, et c'est symétrique parce que B est symétrique. Bien. Là, maintenant, je vous rappelle que B de XY, c'est grand X transposé S grand Y, hein, par construction. Alors, petit x, c'est un vecteur, y, c'est un vecteur. Grand X, c'est le vecteur colonne de petit x dans la base E. Grand Y, pareil, ça c'est x transposé, donc ça c'est un vecteur ligne. Et on va avoir un vecteur ligne, une matrice, un vecteur colonne. Et ça va faire une matrice 1, 1 qui va être identifiée à un coefficient. Ça appartient à M. Bien. Alors maintenant, eh ben, on va pouvoir écrire cette égalité de la manière suivante. Donc là, on va avoir A étoile grand X transposé S, parce que c'est petit b, grand Y, est égal à X transposé S et, parenthèse, AY. Mais cette multiplication, je devrais dire, oui, c'est une multiplication matricielle ici, elle est pseudo-associative. C'est-à-dire que elle est associative, en quelque sorte, on peut associer les parenthèses comme on veut. Alors pseudo, c'est parce que ce n'est pas une loi interne, une associativité, on la réserve aux lois internes. Et ce n'est pas une loi interne parce que les matrices, elles n'habitent pas dans le même... Là, on a une matrice carrée, là, on a une matrice qui n'est pas carrée, etc., etc. Alors, maintenant, on a cette égalité-là. Maintenant, je vais juste utiliser le fait que AB transposé, c'est B transposé, A transposé. Donc ici, je vais avoir X transposé. Et je vais utiliser l'associativité, ici, avec A transposé étoile, A étoile transposé, je devrais dire, IS, Y, enfin, A étoile transposé, hein, je devrais dire, la fois S, voilà, Y, et ici, à droite, je refais un petit coup de pseudo-associativité, et j'ai X transposé SA, Y. Et ça, c'est vrai pour tout X, Y, donc pour tout grand X, grand Y. Alors, maintenant, attention, ne dites pas, je prends l'inverse de lui ou je simplifie à gauche et à droite. On ne peut pas vraiment simplifier. Mais
en fait, ça veut dire que les deux formes bilinéaires, parce que ça c'est une forme bilinéaire et cette forme bilinéaire, eh ben, elles ont la même matrice. Ça, c'est la matrice de la forme bilinéaire. Ou si vous préférez, les coefficients de cette matrice peuvent être retrouvés en posant grand X égale EI et grand Y égale EJ. Et ça vous donne le coefficient IJ de cette matrice. Donc comme il y a égalité ici, eh bien il va y avoir égalité des matrices. Alors il faut faire attention un petit peu de ne pas dire on simplifie par ou on multiplie par l'inverse, ce qui serait vraiment horrible. Donc on a A étoile transposée S égale SA. Et maintenant, je vous rappelle que Q est non dégénéré, ce qui veut dire que S, bon, qui est la matrice que je vais appeler A, mais je devrais l'appeler ici S, ici, S est inversible. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai A étoile transposée égale SA, S-1. Et quand je vais prendre la transposée, ben je vous rappelle que S est symétrique, donc la transposée de S, c'est égal à S. Donc je prends la transposée des deux côtés, et je vais avoir S-1 à transposer S. Voilà. Alors, je vous fais remarquer au passage, donc voilà la formule, mais en général, on ne l'utilise pas tellement, cette formule. Ce qu'on utilise, c'est le cadre où Q est une forme quadratique définie positive, et où E, ici, est une base orthonormée. On ne peut pas avoir de base orthonormée, de toute façon, on l'a vu, si on n'a pas de forme quadratique définie positive. Et là, dans ce cas-là, on sait que si E est une base orthonormée, S, c'est l'identité. Donc ici, on a A étoile, c'est tout simplement la transposée de A. Pour finir, et pour vous montrer une utilité incontournable de U étoile, de l'adjoint, regardez cette proposition. Ça, c'est quelque chose qui est très courant que vous devez savoir faire. Vous prenez un sous-espace F stable par U et il faut montrer que F orthogonal pour B est stable par U étoile. C'est même d'ailleurs une équivalence. Mais regardez, il faut montrer que si X est dans F orthogonal pour B, alors U étoile de X est encore dans F orthogonal pour B. C'est-à-dire que B de U étoile de X, Y, pour tout Y dans F, est égal à 0, par définition de l'orthogonale. Eh bien, oui, grâce à ça, on utilise ça, parce que ça fait B de X, U de Y. Comme Y est dans F, et que F est stable par U, ça, c'est dans F. Et comme X est dans l'orthogonale, maintenant, et que U de Y est dans F, ben ça fait 0. Donc, on a bien, ici, la stabilité, puisque U étoile de X est bien dans l'orthogonale. Alors ça devient vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand Q est définie positive. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, F orthogonal, c'est un supplémentaire de F. Ce qui veut dire que si F est stable par U, on a un supplémentaire qui est stable par U étoile. Alors, si on a maintenant une jolie condition pour qu'un sous-espace stable ait automatiquement un supplémentaire stable par U. La condition, c'est que U étoile égale U. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les endomorphismes auto-adjoints. Ils sont égaux à leur propre adjoint. Donc, quand on va avoir un endomorphisme auto-adjoint, eh ben, on va avoir cette jolie propriété qui matriciellement se voit très bien. Dès qu'on a un sous-espace stable ici, F, eh ben, on va avoir un supplémentaire qui sera donné par orthogonale, qui sera stable aussi. Et donc, une espèce de décomposition par bloc qui va venir nous aider dans la réduction. Voilà, on commence à parler de réduction un petit peu, mais on y reviendra avec le théorème spectral.
Alors, nous voilà arrivés à l'étape décisive du théorème de Sylvester, qui est incontournable dans un cours sur les formes quadratiques. Je vais essayer de l'expliquer, et on garde toujours notre petit synopsis, petit GPS des points de vue dans les formes quadratiques. Alors, bon, un petit historique quand même, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vous rappelle que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. Équivalente, ça veut dire qu'elles codent la même application linéaire dans des bases différentes. Et on veut savoir si deux matrices données correspondent à la même application linéaire. Eh bien, il suffit de regarder si elles ont le même rang. Et c'est si et seulement si. On veut la même chose avec les matrices congruentes. Mais là, les matrices congruentes, on est dans les matrices symétriques. Et là, encore une fois, on va être dans les matrices symétriques réelles. Réel va avoir toute son importance dans le théorème de Sylvester. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que deux matrices symétriques réelles sont congruentes si et seulement si elles ont même signature. Donc, ça fait beaucoup de choses à comprendre. D'abord, congruente. Je vous rappelle que congruente, ça veut dire, bon, la définition la plus importante, à mes yeux, c'est une définition, en gros, qui se situe dans la géométrie. C'est-à-dire qu'il existe, finalement, deux bases de notre espace E et une forme commune, quadratique commune, telle que A est la matrice de Q dans une base et B la matrice du même Q dans une autre base, ou dans la même, mais bon, dans ce cas-là, c'est trivial. Et donc là, A et B sont dites congruentes, c'est-à-dire qu'elles codent, ou elles représentent, si vous préférez, la même forme quadratique, avec des bases différentes a priori. Maintenant, une autre façon, mais cette façon est plus calculatoire, est plus matricielle, donc là on était plutôt là, là maintenant on se situe plutôt là, c'est B égale, alors A et B sont toujours les matrices symétriques réelles, et elles sont congruentes si B égale P transposé A P avec P, donc GLN de R. Voilà. Alors, la congruence est une relation d'équivalence, c'est presque évident, surtout si on le prend comme ceci, plus que comme ça. Essayez de le démontrer avec ça, c'est évident. Démontrez-le avec ça, ça va vous demander un petit peu de calcul. Déjà, vous voyez. Alors, le théorème de Sylvester, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, vous le voilà sous deux formes différentes selon si on veut que ce soit matriciel ou en termes de Q. Soit Q une forme quadratique sur un espace E réel, bon, évidemment, de dimension finie n. Voilà. Alors, il existe une base, E, on va dire, sur laquelle Q de x, donc si x se décompose en les xi dans la base E, est égal à x1 carré plus etc. plus xs carré, voilà, moins, alors maintenant arrivent les moins, x s plus 1 carré, etc., moins x s plus t carré. Voilà. Ou, maintenant, ce qui revient au même, eh bien, la matrice de Q dans la base E, vous le voyez, normalement, vous devez, à ce stade, savoir passer de là à une matrice, c'est 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, voilà, dans la base. Et ensuite, évidemment, parce qu'il y en a d'autres, on va jusqu'à n. S plus t, a priori, est inférieur ou égal à n, mais pas forcément égal. Et dans ce cas-là, il y a les zéros ici. Et comme il n'y a pas de terme en xi, xj pour i différent de j, on n'a que des zéros là et là. Donc ça va être une matrice qu'on va appeler i, voilà, s, c'est le nombre de 1, t, c'est le nombre de moins 1, et puis on peut rajouter, si on veut, n pour dire la taille de la matrice, si jamais c'est pas clair. D'accord ? Sinon on dira ist. Voilà. Alors maintenant, voici la chose la plus importante que j'ai à vous dire. Il y a le bon théorème de Sylvester, il y a le mauvais théorème de Sylvester. Le mauvais théorème de Sylvester, il s'arrête là. C'est cette existence, dire il existe une base telle qu'on essaie. Voilà. Maintenant, le bon, c'est que de plus, ST ne dépend que de Q et non pas de la base E. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'avec une autre base,
on ait une forme comme ceci, mais avec des S et des T différents. On pourrait imaginer que dans une autre base, on a un plus grand nombre de S et un plus petit nombre de T. Un plus grand nombre de zéros. Voilà. Bon. Eh bien non. Ça ne dépend pas de la base. Et sans rajouter cet alinéa au théorème de Sylvester, ce n'est plus le théorème de Sylvester, c'est le mauvais théorème de Sylvester. Voilà, ça fait du bien de le dire. Maintenant, la preuve. La preuve, il y a en gros deux preuves. Je ne dis pas la bonne et la mauvaise, mais il y en a une, on va dire, qui est calculatoire et pas très illuminante. C'est celle qui va consister à regarder les choses comme ceci, en écrivant la forme quadratique Q en fonction de coordonnées et en faisant des changements de variables grâce à un processus algorithmique qui s'appelle, vous le savez probablement, la méthode de Gauss, et qui va amener petit à petit à obtenir une somme ou une différence de carrés, en tout cas quelque chose comme ça, avec des formes linéaires ici, donc ça c'est les fonctions coordonnées, donc en fait en général c'est des formes linéaires indépendantes. Bon, alors, cette méthode, je préfère pas la faire, je la trouve pas très illuminante entre nous, elle apporte pas la petite étincelle. Bon. Bon, ça parle à des machines, ça, nickel. Et c'est rassurant, parce que c'est du calcul. Mais, pas très gratifiant. On ne sait pas ce qu'on fait quand on fait du calcul, on ne comprend pas. Je préfère la méthode qui va passer par les matrices, et qui, bon, de toute façon, après, il faudra toujours démontrer cette deuxième partie. Voilà, donc on va trouver une méthode un peu plus géométrique, où on va faire des choses géométriquement, avec des orthogonaux, qu'on a vu dans un cours précédent, et on va relier ça à des matrices. Voilà. Allons-y. Alors d'abord, je vais prendre le point de vue de psi b pour ces histoires de zéro. Comment psi b peut voir cet espace qui est là, d'accord? Donc l'espace engendré par les éléments, les derniers éléments de la base, qui donnent les zéros, s'il y a lieu. Alors, je vous rappelle que psi b, c'est une application linéaire qui va de E dans E étoile, qui à x donne b de x machin. Donc, le rang de psi b, bah, ça va être le rang de la matrice de Q. D'accord? Ça, c'est la définition, hein, bien sûr. Et puisque la matrice de Q, par définition, c'est la matrice de psi b. Voilà. Donc, c'est le rang, et on va l'appeler R par définition. Bon. Le noyau, maintenant, de psi b, qu'est-ce que c'est que le noyau de psi b? Ben, c'est l'ensemble des x de E, hein, qui sont envoyés sur la forme nulle, c'est-à-dire tel que quel que soit y dans E, b de xy est égal à 0. Voilà. Alors, entre parenthèses, ah oui, puisque le rang de psi b c'est R, la formule du rang nous dit que la dimension de ker de psi b c'est n-r. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit, je vais utiliser l'orthogonalité, et on a des théorèmes d'orthogonalité qui nous demandent que Q soit non dégénéré. Et ça m'embête s'il y a un noyau. Donc je vais me restreindre au cas où il n'y a pas de noyau, où le noyau est trivial, nul. Voilà, alors on y va. Je vais prendre tout simplement un supplémentaire quelconque du noyau, d'accord? Voilà, c'est un supplémentaire du noyau dans E, et la première chose, 1. D'abord, je remarque que la matrice de Q, dans une base adaptée à cette décomposition, d'accord, bah, ça va avoir quelle tête? Je vous rappelle que la matrice de Q, c'est B de EI, EJ. Donc EI, EJ, si EI, EJ sont dans F, on va avoir la matrice de la restriction de Q à F, dans cette base. Si EI est dans F et EJ est dans ker,
eh ben, on va avoir 0, puisqu'on est dans Ker, donc par définition, si on est dans Ker, l'image B de xy va faire 0. Donc ici, on aura 0, là, et 0 là. Et si les deux sont dans Ker, évidemment, ça fait deux raisons d'avoir 0, donc on a 0. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, je peux toujours prendre un f ici, me restreindre ici à f, et voir ce qui se passe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me restreindre à f, Q va se restreindre à f, et pour récupérer la matrice finale, j'aurai plus qu'à border par des zéros, comme ici. D'accord? En rajoutant, en quelque sorte, le noyau. Bon, très bien. Mais maintenant, à quoi ça va servir de me restreindre à f? C'est que la restriction de Q à f est non dégénérée. Bon, alors là, ça c'est bien. Je vais le démontrer. On va prendre c'est quoi le noyau de la restriction de Q à f? C'est l'ensemble des x dans f. Alors attention, tel que b de x, y égale 0, quel que soit y, mais y dans f. D'accord? Voilà. Alors là, je vais basculer. Je suppose que x est dans f. Alors, j'affirme que b de xy est égal à 0, quel que soit y dans e. Pourquoi? Parce que si c'est vrai dans f, pour passer à e, je fais que ajouter un élément du noyau. Mais un élément du noyau, ça va me donner, par bilinéarité, c'est comme si j'ajoutais 0. Voilà. Donc b de xy, ça va faire 0, plus le 0 qui est là, ça va faire 0 en tout. Voilà. Quel que soit y dans e. Donc ça veut dire que x est dans le noyau de psi b. D'accord? Puisque x, il va vérifier ça maintenant, quel que soit y dans e, et non plus dans f. Voilà l'astuce. Mais comme il est dans f interquart de psi b, donc c'est 0 par construction de f. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à m'intéresser au cas où Q est non dégénéré. Je peux toujours me restreindre à ça, et ensuite je borderai par des zéros. Donc maintenant, je vais regarder cette partie-là. Alors maintenant, on s'est restreint au cas où Q était non dégénéré. Et donc on va montrer par récurrence sur la dimension de l'espace, n, que si Q est non dégénéré, alors il existe E il existe une base E, telle que la matrice de Q dans E, c'est une matrice de cette forme. Cette fois-ci, on a juste enlevé les zéros par rapport à la forme de départ. Alors, regardons ce qui se passe pour n égale 1. C'est toujours, ça fait toujours du bien de faire des choses en dimension 1. Ça permet de vérifier qu'on a bien compris, qu'il n'y a pas de malentendu entre nous et la théorie, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, H1, Q de x1, xe1, donc on a une base E1, on est en dimension 1. x1, donc Q de x1, E1, forcément est de la forme AX1 carré. On veut un polynôme homogène de degré 2 sur les coordonnées, mais il n'y a qu'une seule coordonnée, donc c'est ça. Et comme Q est non dégénéré, A est différent de 0. Donc dans la base E1, la matrice de Q, c'est juste Q de E1, donc c'est juste A. Voilà. Et maintenant, on peut voir matriciellement qu'elle est congruente à 1, si A est strictement positif, parce que ici, j'écris racine de A, alors si vous préférez racine de A transposée, mais c'est racine de A quand même, c'est des matrices 1, 1, 1, racine de A, donc là, ça fait bien A. Et si A est négatif, là, on a A, et on met racine de moins A, moins 1, racine de moins A, d'accord? Donc quand ça va se multiplier, ça va faire moins A, fois moins 1, ça va bien faire A. Bien. Donc, vous voyez déjà même pourquoi on appelle ça une signature, hein, parce que déjà pour la dimension 1, c'est le signe, finalement. C'est le signe de A. Bien. Alors maintenant, on va démontrer que Hn implique Hn plus 1, maintenant qu'on va démontrer qu'on était toujours congruent, on a toujours une base, on est toujours congruent à soit la matrice 1, soit la matrice moins 1, donc on est bien dans ce type-là. Et maintenant, on va supposer qu'on a Hn et on va montrer Hn plus 1. Donc, comme Q est non dégénéré, je vais avoir un vecteur que je vais appeler E1 dièse, tel que Q de E1 dièse est différent de 0. Ben oui, parce que si je n'avais pas un tel vecteur, ça voudrait dire que Q est nul, or Q est non dégénéré. Donc, Q n'est pas nul en particulier.
Donc je sais que j'ai un vecteur tel que Q de E1 dièse est non nul. Donc maintenant, soit alpha 1 Q de E1 dièse, et je vais appeler, donc comme il est non nul, il a un signe, positif ou négatif, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, je vais l'appeler epsilon 1 égale 1 si le signe est positif, et moins 1 si le signe est négatif, et je vais poser E1 égale E1 dièse divisé par racine de epsilon 1 alpha 1. Vous avez compris que epsilon 1 était là pour compenser, pour pouvoir prendre la racine justement, c'est-à-dire que si alpha 1 est négatif, ben, j'ai un moins, donc moins ça va faire plus, et je peux prendre la racine, et si alpha 1 est positif, ben, epsilon 1 c'est 1, et donc là je peux prendre la racine directement. Donc maintenant Q de E1, ben, comme Q est homogène de degré 2, Q de E1, ben, je sors, et ça va être au carré, donc on va avoir 1 sur epsilon 1 alpha 1, Q de E1 dièse, et Q de E1 dièse, étant donné que c'est alpha 1, je simplifie, ça fait 1 sur epsilon 1, mais comme epsilon 1 c'est plus ou moins 1, ça fait aussi epsilon 1 ici. Voilà, donc Q de 1 est égal à epsilon 1, donc on a presque gagné, on a un epsilon 1 ici. Maintenant, je vais prendre donc D, la droite engendrée par E1, et j'affirme que la restriction de Q à D est une forme quadratique non dégénérée. Bon, évidemment, c'est une forme quadratique, mais pourquoi elle est non dégénérée? Parce que quand vous regardez la matrice de QD dans la base E1, eh ben, c'est juste epsilon 1. D'accord? D'après ce qui est ici. Parce que Q de 1, c'est epsilon 1. Donc on a ça, par définition d'une matrice dans une base. La matrice ici est non nulle, donc elle est inversible ici, d'accord? Donc QD est non dégénéré. Voilà, si vous voulez, son déterminant, ben, c'est epsilon 1, c'est non nul. Très bien, comme elle est non dégénérée, alors ça, c'est un théorème que vous pouvez aller chercher dans le cours que j'ai fait sur l'orthogonalité. Q est non dégénéré et Q restreint à D, donc Q est non dégénéré, hein, ça c'est l'hypothèse, et Q restreint à D non dégénéré, alors, et c'est même un si et seulement si, mais là on a juste un alors, hein, D est en somme directe avec son orthogonale pour B. Voilà. Donc ici on a E égale cette somme directe. Ce qui va me donner envie de regarder, là ici j'ai epsilon 1 qui va se retrouver ici, j'ai l'orthogonalité D orthogonale, donc dans une base ici je vais avoir que des zéros ici, et maintenant je vais avoir ma récurrence, puisque je suis en dimension plus petite. Mais pour pouvoir affirmer ma récurrence, il faut quand même que je prouve que Q, quand je restreins à ce sous-espace, reste non dégénéré. Et ça, je vous l'ai dit, quand on a une forme quadratique non dégénérée, on peut avoir quand même une restriction à un sous-espace qui dégénère. Bon. Alors là, il faut quand même montrer que là, c'est non dégénéré. Bah oui, c'est simple, parce que si on prend X dans l'orthogonale, et Y dans l'orthogonale, donc ce qu'il faut montrer, hein, d'accord, hein, c'est que X, s'il est dans le noyau de la forme, alors il est nul. Bon. Alors je vais prendre X dans le noyau de la forme. Le noyau de la forme, attention, c'est pas les X tels que Q de X égale 0, hein, c'est les X tels que quel que soit Y dans le même espace ici, alors, dans l'espace qui est ici, B de XY égale 0. Voilà. Mais si on a un tel X, alors j'affirme que quel que soit Y dans E, cette fois-ci, bah, B de XY égale 0, parce que ici, je vais prendre Y, je vais le décomposer, hein, comme Y est là, je vais le décomposer en somme de YD et YD orthogonale, et je vais décomposer en utilisant la linéarité à droite, bah, comme X est dans des orthogonales, ça fois ça va faire 0, et comme X est dans le noyau de cette forme, ça fois ça va faire 0 aussi. Donc ça fait 0 plus 0, ça fait 0, et donc ça veut dire que X est dans le noyau, mais cette fois-ci, de Q. Donc ça veut dire que X égale 0, parce que Q est non dégénéré. Donc j'affirme que ça, c'est non dégénéré. Très bien. Donc je peux appliquer. Et maintenant, je prends là mon E1 ici, et je complète par une base qui a été donnée par ma récurrence. Et bien je vais avoir comme nouvelle matrice, alors regardez, epsilon 1, c'est ça.
là que des zéros et des zéros parce que les éléments de ma base ici sont tous orthogonaux à E1. Et puis maintenant, ici, j'ai exactement ce que je veux, c'est-à-dire, par récurrence, G7. Donc maintenant, ce epsilon1, il vaut 1 ou moins 1. J'ai plus que... Si c'est 1, bah, je garde ma base telle qu'elle est. Et si c'est moins 1, eh ben, je le mets au fond. C'est-à-dire, je vais échanger le premier vecteur et le dernier vecteur de la base pour être sûr que j'ai un moins 1, que mon moins 1 est par ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré là? Le mauvais théorème de Sylvester, c'est-à-dire la partie sans l'unicité de la signature. Et là, maintenant, on va partir sur l'unicité. Alors, montrons cette unicité. C'est-à-dire, on va partir de Q, une forme quadratique. Cette fois-ci, elle est quelconque, elle peut être dégénérée, non dégénérée, c'est pas grave. Et on va supposer que dans une base E, alors la matrice de Q est sous cette forme. On sait qu'il existe une base. On vient de le voir. Donc l'existence, c'est bon. Et c'est sous cette forme. Alors, j'affirme que S et T ne dépendent que de Q et non pas de la base E qui a été choisie. C'est-à-dire, si on prend une autre base dans laquelle c'est la même forme, alors on aura les mêmes S et T. Bien. Alors regardez, la première remarque, c'est qu'on va regarder le rang de cette matrice. Le rang de la matrice de Q, donc ici, c'est clair que c'est S plus T. D'accord? Voilà. Bon. Évident. Maintenant, par définition, c'est le rang de l'application linéaire psi b. On sait que le rang de psi b, c'est le rang de sa matrice dans n'importe quel choix de base, de base de E et de E étoile. D'accord? Ça, c'est indépendant des choix de base. Donc le rang déjà de psi b, c'est égal au rang de la matrice de Q qui, dans la base E, alors là c'est n'importe quelle base, donc je choisis ici dans la base E, et ici, ça c'est S plus T. Donc déjà, je sais que S plus T ne dépend que de la forme quadratique Q et non pas de la base choisie, puisque psi B, par définition, ne dépendait que de Q. Dans ce petit synopsis, on n'a pas eu besoin de choix de base. Le seul choix de base, c'est quand on prend une matrice. Bien. Maintenant, si j'arrive à montrer que S ne dépend que de Q, comme S plus T ne dépend que de Q, ça voudra dire que S et T ne dépendent que de Q. Bien. Et maintenant, roulement de tambour, S, c'est le max de la dimension des sous-espaces de E, tel que QF est défini positif. Donc vous voyez qu'ici, vous n'avez pas vu de base, il n'y a pas de base, ça ne dépend que de Q. Dès que vous avez une forme quadratique, vous pouvez définir ce max-là. Évidemment, il existe et il est indépendant d'une base. Alors, maintenant, montrons que S est égal à ça. Donc, comme ça ne dépendra pas d'une base, S ne dépendra pas d'une base, donc T ne dépendra pas d'une base, etc., etc. Et pour montrer cette égalité, on va montrer une double inégalité. Alors d'abord, inférieur ou égal, ça c'est évident. Il suffit de trouver un sous-espace F de dimension S tel que QF est défini positif. Ah oui, mais là on prend ici, puisque on a une base E ici qui a été trouvée tout à l'heure, eh bien on prend F égale E1 jusqu'à ES, et on va avoir Q de X égale somme de, étant donné que on est là-dessus, donc vous voyez bien que la matrice de Q restreinte à F dans cette base-là, ça va être l'identité. On a une base orthonormée. Donc Q de X, c'est la somme de I égale 1 à S de XI carré. Ça, on l'a déjà vu, c'est la forme standard d'une forme définie positive. Parce que là, on va de 1 à S, évidemment. Donc, comme dim de F ici, c'est égal à S, j'en déduis que S, il est inférieur à ce max. Bien, maintenant, plus grand ou égal. Alors, donc, je vais partir d'un sous-espace F,
telle que QF est définie positive. D'accord ? Et ce qu'il faut montrer, c'est que dim F est inférieur ou égal à S. Si j'arrive à montrer ça, alors le max de ces dim sera aussi inférieur ou égal à S, et j'aurai l'inégalité dans l'autre sens. Donc, je vais introduire cette fois-ci l'autre sous-espace supplémentaire à celui-ci. G égale le sous-espace engendré par S, ES plus 1 jusqu'à EN. Donc c'est un sous-espace, celui-ci, qui va être de dimension N moins S. Et Q de X, dans cette base adaptée à G, donc ça va être moins X S plus 1 carré, moins X S plus 2 carré, jusqu'à moins X S plus T carré, après que c'est que des zéros, d'accord, d'après cette forme-là. Bien. Et bien maintenant, j'affirme que si X appartient à F inter G, alors Q de X est inférieur ou égal à 0, d'accord, d'après cette formule-là, parce que X appartient à G. Et comme X appartient à F, le simple fait que Q de X soit négatif ou nul avec Q sur F défini positif implique que X égale 0. C'est la définition de défini positif. Donc ça veut dire que X est nul, et donc maintenant on a X inter G. C'est l'espace trivial. Bien. Alors donc ça veut dire que F et G sont en somme directe. Ils sont dans E, donc la dimension de la somme directe est forcément inférieure à N, puisque F plus G est inclus dans N. Et donc, ça nous fait que la dimension de F plus la dimension de G, mais la dimension de G, c'est N moins S, est inférieure à N, et ça nous fait bien dim de F inférieur ou égal à S. Et on a démontré le théorème de Sylvester. Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder l'orthogonalisation simultanée dans le cadre du mini-cours sur les formes quadratiques. Ce théorème d'orthogonalisation simultanée s'appelle aussi théorème spectral. C'est quand même deux théorèmes différents, mais ils passent extrêmement naturellement de l'un à l'autre. Voilà le théorème d'orthogonalisation simultanée tel qu'il est énoncé classiquement, soit E un espace euclidien et Q une forme quadratique sur E, alors il existe une base orthonormée de E qui est orthogonale pour Q. Voilà. Alors, on aurait pu aussi dire, soit E un espace vectoriel, Q0 et Q deux formes quadratiques avec Q0 définie positive. Bon, ça revient exactement au même, et dire que E est un espace euclidien, où la forme euclidienne est donnée par Q0. Bon. Ce qui est important, surtout, et ça j'essaye d'insister à chaque fois dessus dans ce mini-cours sur les formes quadratiques, c'est la diversité des points de vue. Et en algèbre linéaire en général, mais particulièrement dans les formes quadratiques. Et tout de suite, il faut en donner une interprétation matricielle. Ici, je vais en donner deux interprétations matricielles. Une première interprétation matricielle, c'est quand on va munir E d'une base orthonormée, et donc qu'on va obtenir cette base prévue par le théorème, d'accord, F, qui est orthonormée pour E et orthogonale pour Q. Mais en partant de E, une base orthonormée. Donc je vais regarder la matrice de passage d'une base orthonormée de E vers cette base F qui a été construite et qui est orthonormée. Donc voilà un énoncé équivalent, soit S, une matrice symétrique. Alors pourquoi c'est équivalent? C'est équivalent à se donner une forme quadratique, d'accord? Parce qu'on est, on est parti de la base E. Donc S, ce sera la matrice de Q dans E. Alors il existe une matrice P orthogonale. Alors matrice orthogonale, ça veut dire qu'elle vérifie P transposé P égale identité, qui vérifie P transposé S, P égale D.
D est une matrice diagonale. Alors, regardons ça. Donc, je vous l'ai dit, S, ça va être la matrice de Q dans la base orthonormée, qu'on a choisi orthonormée, E. D'accord. La matrice de notre forme, notre produit scalaire, ben, ça va être l'identité dans E. Maintenant, la matrice de Q dans F, ben, comme c'est orthogonal, ça veut dire exactement que la matrice de Q dans la base F, ça va être D, et la matrice de notre produit scalaire ici, dans la base F, ben, c'est orthonormé, donc c'est identité. Donc ça veut dire que maintenant, si on doit regarder le travail que fait la matrice de passage de E vers F, eh ben, ça va passer de identité vers identité par congruence, donc P transposé identité P est égal à l'identité, puisque ça envoie une base orthonormée sur une base orthonormée. Et quand on va faire le changement de base pour Q, en passant de E à F, eh bien, on va avoir que P transposé SP, donc ça, c'est la matrice de Q dans la nouvelle base F, eh bien, ça va être diagonal, ce qui va exprimer l'orthogonalité pour Q. Voilà. Alors maintenant, deuxième interprétation matricielle. C'est exactement la même chose, sauf que je ne vais pas partir d'une base orthonormée. Je vais partir d'une base quelconque, et j'arrive, bien sûr, comme prévu, sur une base orthonormée. Donc, cette fois-ci, la matrice de notre produit scalaire dans la base E n'a plus de raison d'être l'identité. Donc, ça va être une matrice A. Mais ça va être une matrice A symétrique, puisque c'est la matrice d'une forme bilinéaire, symétrique, mais symétrique définie positive. Donc, c'est ce qu'on dit, A appartient à Sn++. Ça, c'est les matrices symétriques définies positives. Alors, je vous rappelle qu'il y a un critère, qui s'appelle le critère de Sylvester, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie, et qui dit que on peut vérifier, qui vérifie qu'une matrice symétrique est bien là-dedans, quand tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. Alors, donc, on part d'une matrice comme ceci, et est-ce une matrice tout simplement symétrique? Alors, il existe P, ben maintenant c'est pareil, tel que P transposé AP égale IN, parce que la base d'arrivée, elle est bien orthogonale et orthonormée. Et P transposé SP est égal à D, ça veut dire que, encore une fois, la base d'arrivée est orthogonale pour Q. Voilà l'interprétation matricielle. Maintenant, une interprétation en tant qu'expression de fonction, quand on veut résoudre des équations, hein, ça c'est important. Donc on a Q de x, d'accord, Q c'est notre forme quadratique, eh bien il existe une base orthonormée telle que Q de x est égale à la somme des i égale 1 à n de lambda i xi carré. Voilà. Alors, vous voyez que par rapport à Sylvester, on a l'impression d'en perdre un peu, parce que Sylvester nous garantissait que les lambda i, c'était soit 1, soit moins 1, soit 0. Mais ne nous garantissait pas une base orthonormée. Ça veut dire que quand je vais résoudre mon équation, par exemple, je veux résoudre q de x égale 1, eh bien, je vais pouvoir me ramener à ceci égale 1, mais dans une base orthonormée. Ça veut dire que je garde bien la forme, la métrique, si vous voulez, de mon ensemble de solutions. Par exemple, si mon ensemble de solutions, c'est une ellipse, eh bien, ou un ellipsoïde, eh bien, je ne vais pas avoir un cercle à la fin, ou une sphère. Je ne peux pas transformer... la métrique de mon ellipse va rester indemne. Voilà, c'est ça qui est important dans la base orthonorme. Voilà, voilà. Et puis, juste un petit exemple, pour voir, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces bases-là? En fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. En général, on prend le produit scalaire sur R2, le
pour du scalaire canonique, x1 carré plus x2 carré, et pour q de x, on va prendre x1 carré moins x2 carré. Eh bien, vous voyez bien que là déjà, la matrice de q dans la base canonique, c'est la diagonale 1, moins 1, et là, c'est la diagonale 1, 1. Donc, bon, il n'y a pas besoin de changement. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, la base canonique est une base orthonormée, qui est orthogonale pour q. Et finalement, on se rend compte que les seules bases qui vont marcher, c'est les permuter et les multiplier par plus ou moins 1 de ces bases. C'est-à-dire que vous allez avoir 8 bases, donc finalement pas beaucoup par rapport à l'infinité de bases orthonormées qu'on peut trouver, mais 8 bases qui vont marcher. Voilà, pour se donner une idée. Donc maintenant, rapidement, on va donner la preuve. Donc ça, c'est une preuve telle qu'elle est dans le carnet de voyage en algèbre. Alors allons-y pour la preuve. La première étape, c'est de démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, vous êtes censé connaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle est au programme de Lagrange, mais là, c'est dans le cadre où la forme quadratique est positive. Donc ça, on se retrouve dans une situation classique où on a un théorème dont on connaît à peu près la démonstration et qui est dans le programme, mais où il faut bricoler parce que les hypothèses ont été un petit peu relâchées. Et là, la forme quadratique n'est plus définie positive, comme dans les hypothèses de Cauchy-Schwarz, mais elle est simplement positive. Mais on a quand même, si grand Q est une forme quadratique positive, alors b de xy carré est inférieur ou égal à q de x, q de y, où b c'est la forme polaire de q. Et là, quel que soit x et y. Voilà. Alors, la preuve est presque la même. Sauf qu'il y a deux cas au lieu d'un seul. Soit t dans R, on a q de tx plus y, donc je vais regarder, q de tx plus y, qui est toujours positive, ou nulle, parce que la forme est positive. Donc, maintenant, je le développe avec la forme polaire, ici, et j'obtiens un trinôme, q de x t2 plus 2b de xy t plus q de y positif. Mais attention, je me suis un petit peu avancé en disant un trinôme, c'est pas forcément un trinôme. Un trinôme, ça voudrait dire que ça, q de x est différent de 0. Donc pour pouvoir dire des choses sur le trinôme, pour pouvoir parler du signe du trinôme, puisque c'est de ça dont il est question, sur R, eh bien, il faut que je regarde d'abord le premier cas, si q de x égale 0, ou dans ce cas-là, ce ne serait pas un trinôme. Donc si q de x égale 0, eh bien, j'ai une droite, ici, qui est tout le temps au-dessus de l'axe des x, d'accord? Pour tout t, d'accord? Ça va être une droite affine, et elle est tout le temps placée au-dessus de l'axe des x. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle soit parallèle à l'axe des x, et positive, avec q de y positif évidemment. Donc, oui, donc ça veut dire que 2b de xy égale 0, c'est-à-dire b de xy égale 0. Et on vérifie, dans ce cas-là, on a q de x égale 0, ici on a 0, ça pose 0, et bien on a bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. Alors maintenant, le deuxième cas, si q de x est différent de 0, là, on peut vraiment parler d'un trinôme, et comme là c'est positif, eh bien, ça veut dire que le discriminant est négatif ou nul, parce que là c'est positif ou nul, donc le discriminant est négatif ou nul, et là, quand on écrit le discriminant ici, et quand on écrit qu'il est négatif ou nul, eh bien, on obtient directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, ce qui fait la différence entre l'inégalité de Cauchy-Schwarz, au passage, entre le cas défini positif et le cas positif, c'est plutôt le cas d'égalité. Parce que là, on a, dans le cas défini positif, on a égalité si et seulement si x et y sont proportionnels. Alors que, je vous le signale comme ça, dans le cas positif tout court, on a égalité si et seulement si x et y sont proportionnels modulo le noyau de la forme. Voilà, vous pouvez essayer de le démontrer. Oui, c'est classique. Il n'y a pas de grand moment, mais voilà, c'est quelque chose à savoir faire.
Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, le second point, c'est que on va choisir lambda, le max de Q de x, quand x parcourt la sphère. Hein. Donc on a un espace euclidien, donc on a la sphère, des éléments de norme 1, hein, ça, pour la norme quadratique. Et donc on va prendre le max, et je vais choisir un U sur la sphère, tel que Q de U est égal à ce max. Donc, qui est atteint. Alors, je vais poser Q lambda de x égale lambda produit scalaire xx moins Q de x. Ça définit une forme quadratique et j'affirme qu'elle est positive. Voilà, alors ça, c'est assez rapide, mais il y a des points importants. D'abord, l'existence de lambda et l'existence de U vient du fait que S est compact et que Q est continu. Alors S est compact parce que on est sur un espace réel de dimension finie. Tout ça, c'est important. Sur Q, par exemple, sur le corps des rationnels, on n'aurait pas de compacité. Et en dimension finie, parce que si on n'est pas en dimension finie, on n'a pas la compacité non plus. Donc ça, c'est des choses à bien savoir argumenter. Et Q est continu, bon, parce que c'est un polynôme en les coordonnées, que les fonctions coordonnées sont continues, parce que, toujours pareil, on est en dimension finie. C'est continu pour la topologie normique de E, qui ne dépend pas de la norme, parce que voilà, on est sur R, on est en dimension finie, etc. Donc, tout ça va faire que lambda, le max, et U existent. D'ailleurs, le max est atteint. Très bien. Alors, maintenant, on a défini ça, et j'affirme que ça définit une forme quadratique positive. Alors, il faut bien lire l'énoncé, toujours à l'écrit. Ça définit une forme quadratique positive, d'abord forme quadratique. Alors oui, on sait que l'ensemble des formes quadratiques, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de E dans R, par exemple. Ou alors, si, vous pouvez dire aussi que une combinaison linéaire de polynômes de degré 2, homogène de degré 2, est encore homogène de degré 2. Bon, ok. Donc c'est une forme quadratique. Maintenant, on s'intéresse à positive. Si x est dans S, alors je commence par x est dans S, c'est là où c'est le plus simple, ça c'est sur la sphère, donc ça veut dire que Q lambda de x, c'est lambda fois, ici ça fait 1 par définition, moins Q de x, mais x est dans S et le max c'est lambda, donc ça c'est forcément positif ou nul. Donc pour x dans S, c'est bien positif ou nul. Maintenant, si x est dans E moins 0, alors on peut toujours normaliser x en quelque sorte. Donc x est égal à norme de x fois x0 avec x0 dans S. Oui, carrément, on prend x0 égal à petit x sur norme de x, parce que c'est pour ça que j'ai pris non nul. Alors, comme Q lambda est homogène, j'ai Q lambda de x, c'est homogène de degré 2, est égal à norme de x au carré de Q lambda de x0. Ça, c'est positif ou nul, ça, c'est positif ou nul par le premier cas, et donc c'est positif ou nul. Et puis, il ne reste plus qu'à faire le cas x égale 0, mais là, c'est évident, on va avoir 0. Donc, c'est positif ou nul. Bien. Donc, on a bien une forme quadratique positive, et il ne reste plus qu'à appliquer Cauchy-Schwarz, et on va montrer le point 3, que l'orthogonale de U, ce vecteur-là, particulier, de la droite engendrée par U, si vous voulez, est inclus dans l'orthogonale de la droite engendrée par U, mais cette fois-ci pour l'orthogonalité définie par la forme polaire B de notre forme quadratique Q. Donc en gros, ce qu'il faut montrer, c'est que si Y est orthogonal à U, Y est un vecteur quelconque, alors il est aussi orthogonal pour la forme B à U. Bon. Alors, donc, on applique Cauchy-Schwarz à Q lambda, on peut, parce que Q lambda est positive, ce qui va nous faire que, si j'appelle B lambda, sa forme polaire, B lambda de UY carré est inférieur ou égal à Q lambda de U, Q lambda de Y, c'est juste Cauchy-Schwarz. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Q lambda de U, ça fait 0, puisque ici, U est sur la sphère.
Et donc, quand je vais prendre Q lambda de U, ça va faire lambda moins lambda, donc 0. Donc ici, ça fait 0. Et maintenant, B lambda de U, Y. Alors, vous pouvez le calculer par la formule de la forme polaire, c'est-à-dire ce serait Q lambda de X plus Y moins Q lambda de X moins Q lambda de Y sur 2. Ça, c'est la formule de la forme polaire. Mais moi, je conseille de le faire de façon plus habile en disant, ben voilà, hein, regardons cette forme là. Donc, c'est facile à deviner, parce que Q lambda, c'est ça. Donc, bon, on va remplacer XX par XY pour construire la forme polaire, et Q de X par B de XY. Et après, faut dire qu'il existe une unique forme bilinéaire symétrique associée à la forme quadratique. Donc ici, elle est bien bilinéaire, ça c'est évident, elle est bien symétrique, ça c'est évident, et elle est bien associée à la forme, puisque quand on fait y égale x, on retrouve notre forme quadratique de départ. Donc, ok, hein, voilà la forme polaire. Alors maintenant, bien, étant donné qu'on a un carré, on est sur R, c'est positif, donc ici on est entre 0 et 0, donc ça veut dire que ça c'est nul, ça veut dire que B lambda de U de Y est nul. Mais si B lambda de U de Y est nul, si vous regardez ça, ça veut dire que lambda de U Y est égal à B de U Y. Et ce, quel que soit Y, hein, dans E. Donc maintenant c'est terminé. Si Y est orthogonal à U, donc là ça fait 0, donc ça fait bien B de Y égale 0. Voilà, donc on a bien démontré notre inclusion. Entre parenthèses, on pourrait se demander pourquoi j'ai pas parlé d'égalité. Parce que, juste à cause d'un cas, bon, stupide, pourquoi on n'a pas l'inclusion inverse? On a l'inclusion inverse si lambda est différent de 0. Mais si lambda égale 0, on ne l'a pas. Ceci dit, lambda égale 0, c'est quand même pas souvent que ça arrive. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Q de X a pour max 0. Voilà. Ok, on passe à la dernière étape. Ok, donc là maintenant, on va montrer le théorème par récurrence sur la dimension n de E. Alors l'initialisation, elle est simple, elle peut peut-être intriguer, on va voir pourquoi. H1, ça veut dire quoi? Il existe une base orthonormée de E. Bon, oui, on va prendre une base, donc on est en dimension 1. On a deux bases orthonormées, hein, finalement. Et donc un x, on a au moins un x tel que x est égal à 1. Donc ça, c'est clair. Maintenant, orthogonal pour Q, qu'est-ce que ça veut dire orthogonal pour Q? Ça veut dire tout simplement que on a une base telle que, quel que soit i différent de j, ei, b de ei, ej égale 0. Oui, mais comme dans la base, il n'y a qu'un élément, il n'y aura jamais de i différent de j, en quelque sorte. Donc la propriété est vraie. On peut vraiment affirmer que si, d'accord, c'est comme si je disais à quelqu'un, si je suis milliardaire, je t'en donne la moitié. Bon, ça m'engage pas, quoi, parce que je serai jamais milliardaire. En plus, avec les vidéos YouTube, ça, je vous préviens, ça gagne pas. Ok, alors, voilà, bon, donc en gros, je peux dire une vérité à condition que l'hypothèse est impossible. Voilà, et ça restera une vérité. Bien, donc tout ça pour dire que c'est bien orthogonal pour Q, hein, parce que c'est une enveloppe vide. Alors, hérédité, maintenant. On suppose Hn-1, d'accord, et on va montrer Hn. Donc dans E, on va choisir U comme précédemment, d'accord, et je vais poser E1 égale U. Ça va être le premier vecteur de ma base. Bon, il est non nul puisqu'il est sur la sphère, hein, déjà c'est bien parti. Et maintenant, bien sûr, on a RU qui est en somme directe avec l'orthogonale. Ça, c'est le propre des formes quadratiques définies positives, des produits scalaires. C'est que quand on a un produit scalaire, on est sûr d'avoir une somme directe ici. Donc, et ça, bien sûr, ça va être de dimension n-1. Je vais pouvoir appliquer Hn-1. À quelle forme quadratique? À la restriction
de mon produit scalaire à l'orthogonale et à la restriction de Q à l'orthogonale. Donc, que me dit Hn-1, c'est que je peux trouver une base E2 jusqu'à En qui est orthonormée pour la restriction du produit scalaire et orthogonale pour la restriction de Q à cette orthogonale. Voilà. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, comme ici j'ai une décomposition orthogonale, j'ai un élément normé ici U et une base orthonormée, et bien donc globalement, quand je vais concaténer, je vais obtenir une base orthonormée pour le produit scalaire. Maintenant, pour la forme Q, eh bien, je vais avoir d'une part, de façon évidente que BEI, EJ égale 0 pour I, J différent de 1 et I différent de J, parce que la base ici est orthogonale pour ça. Donc ça, c'est dans le contrat de Hn-1. Mais maintenant, il faut regarder E1 et il faut montrer que B de E1, EJ égale 0 dès que J est différent de 1. Mais ça vient de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire comme E1 égale U, à partir du moment où EJ est orthogonal à U, à E1, alors il est orthogonal pour B aussi. D'accord? C'est cette implication, donc on a bien 0, et là, c'est terminé. Voilà. On a prouvé le théorème d'orthogonalisation simultanée. Maintenant, il serait bien de regarder ce théorème spectral, qui en est une version presque évidente, mais c'est la passerelle vers la réduction. Donc là, c'est une passerelle incontournable. Alors voilà le théorème spectral. Il est tellement simple à partir du théorème d'orthogonalisation simultanée, il est tellement naturel, à condition qu'on sache passer justement des formes quadratiques, vous voyez, dans notre petit synopsis, vers les matrices, d'accord? Voilà. Ici, qu'on sache faire ça. Bon, il est tellement évident qu'il n'y a rien à faire. Alors du coup, je vais rajouter un petit codicile. Regardez, vous avez soit S une matrice symétrique, réelle, d'accord, alors S est diagonalisable en base orthonormée. Alors c'est d'autant plus extraordinaire qu'elle est réelle, parce que diagonalisable, ce serait sur C. Bon, en général, on prend une matrice au hasard, elle est diagonalisable sur C. Mais sur R, non. Sur R, désolé. Donc c'est quand même assez extraordinaire. De plus, la signature de S, c'est-à-dire que si on prend dans la base canonique de Rn, par exemple, la forme quadratique, et on regarde associé à S, et qu'on regarde sa signature, et si on appelle ça ST, eh bien, maintenant qu'on sait que toutes les valeurs propres sont réelles, on peut parler du signe des valeurs propres, et bien S, c'est le nombre de valeurs propres strictement positives, T, c'est le nombre de valeurs propres strictement négatives, et en fait, il peut y avoir des valeurs propres nulles, évidemment. Donc, allez, on va prouver ça. D'abord, donc, le théorème spectral, finalement, on l'a vu au tout début, quand j'ai donné l'interprétation matricielle 1, d'accord, au tout début. Donc, j'ai dit qu'on partait d'une base orthonormée, et on arrivait à une base orthonormée, et je regardais la matrice de passage, et ce que j'obtenais. Donc, comme je disais tout à l'heure, je prends pour Q la forme quadratique qui a pour matrice S dans la base orthonormée de Rn, et je pars de la base orthonormée pour le produit scalaire canonique, donc la base canonique de Rn qui est orthonormée pour le produit scalaire canonique, et je construis une nouvelle base. Voilà, une nouvelle base qui va vérifier ça et ça. Donc je vais forcément avoir une base orthonormée vers une base orthonormée, donc P transposé INP est égal à IN, avec P la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base, et P transposé SP qui est diagonale par ça. Mais maintenant, ces deux-là, ça va nous donner que P transposé c'est P-1, et donc ici, je vais avoir P-1 SP égale D. Donc ça veut dire tout simplement que S est diagonalisable. Voilà. Important de savoir faire le passage de l'un à l'autre, voilà, de là à là, surtout. Alors maintenant,
pour le dernier, ben, maintenant, j'ai D qui est la matrice, d'après ça, de Q dans la nouvelle base, la base qu'on a construite, que j'appelle EI. D'accord ? Je vais supposer donc que les lambda I jusqu'à lambda 1 jusqu'à lambda S sont strictement positifs, que les premiers, quitte à permuter, hein, je vais prendre les premiers strictement positifs, les suivants strictement négatifs, et puis s'il en reste, ce sera les nuls, et puis je les mets à la fin. D'accord ? Donc j'appelle S le nombre de positifs, T le nombre de négatifs, et puis bon, les nuls, c'est s'il en reste. Et donc j'ai Q. Entre parenthèses, ça c'est quand même important hein, de voir que dans la situation hein, que j'ai construite, ben, Q peut s'écrire assez agréablement de cette manière-là. Q de X, c'est X, S de X, comme ça, avec le produit scalaire. D'accord ? Voilà. Ce qui revient à dire que la matrice de Q dans la base canonique B, c'est S. Voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors, j'ai que Q de EI, ça par définition, je les vois sur la diagonale de la matrice de Q, bah, c'est les lambda I. Alors maintenant, je vais faire un changement de base. EI, je le transforme, si I est compris entre 1 et S, EI, je le remplace par EI sur la racine de lambda I, d'accord ? On peut écrire EI, SEI, hein, bon, j'avais envie de l'écrire comme ça, mais bon, c'est pas... Donc, EI sur lambda I, sur racine de lambda I, comme lambda I positif, strictement positif, j'ai le droit de prendre la racine et de le mettre au dénominateur, et ce E'I que j'ai construit, ça c'est E'I, ben j'ai, par homogénéité de Q, Q de E'I égale 1, parce que ça va être lambda I sur racine de lambda I au carré. Mais quand c'est négatif, je ne peux plus prendre la racine carrée de lambda I, mais je peux prendre la racine carrée de moins lambda I et le mettre au dénominateur, parce que c'est non nul. Et donc là, dans ce cas-là, je vais avoir Q de E'I, c'est ça, E'I, qui va être égal à moins 1. Et puis EI, si Q de I est nul, il n'y a pas de raison de le changer. Donc ici, j'ai fait que des multiplications par des éléments non nuls, donc j'ai toujours une base. Cette fois-ci, on va avoir des 1 et des moins 1 et des 0. Et puis, elle est toujours orthogonale, hein, parce que c'est facile de voir que E'I, E'J reste nul, puisque c'était déjà nul au départ, ça reste nul pour I différent de J. Donc maintenant, j'ai que la matrice de Q dans ma nouvelle base, elle est sous la forme standard de Sylvester. Et donc, je peux en déduire la signature. La signature, c'est ST. Voilà. Hein, puisque là, c'est le nombre de positifs, le nombre de négatifs, le nombre de... Voilà. Dans une prochaine vidéo que je compte faire, on verra un exercice, un petit exercice qui utilise le théorème spectral en géométrie affine euclidienne. Voilà. En attendant, repos.